Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui s'est mis en mode Game of Thrones pour ses fêtes de fin d'année 2021. On vous a proposé un petit calendrier de l'Avent avec une série d'émissions où on a invité tous les spécialistes francophones de la série et des romans d'ailleurs. Et par rapport à un ouvrage qui vient de paraître, dirigé par Anne Besson, qui est un extrait des colloques qu'il y a eu aux Imaginales sur Game of Thrones, justement, livre que vous pouvez retrouver en bibliographie, bien sûr, et que vous pouvez aller chercher chez votre libraire préféré. C'est aux éditions Actu SF. Alors, pour aujourd'hui, évoquer une émission sur la mémoire et sur l'histoire dans Game of Thrones, j'ai invité Maureen Nathalie, qui a participé justement à ce colloque et à cet ouvrage. Bonjour Maureen. Bonjour à tous. Oui, Maureen, vous êtes professeure agrégée d'histoire et docteur en histoire et anthropologie religieuse. Vous êtes postdoctorante à l'Université de Fribourg en Suisse, où vous participez à un programme de recherche sur la compétition religieuse de l'Antiquité tardive. On a mis les liens dans la page de présentation de l'émission, et une partie de vos travaux aborde les représentations et usages de l'histoire dans les productions culturelles contemporaines. On est en plein dans ce qu'on cherche à faire dans cette série d'émissions Game of Thrones, et je vous remercie d'être là aujourd'hui avec nous pour évoquer tout ça. Alors, vous avez déjà participé au podcast, notamment récemment sur une série coréenne qui s'appelait 6 dragons volants. Voilà, je renvoie tout ça sur notre site internet pour aller découvrir les émissions passées avec Maureen. Mais aujourd'hui, Maureen, on a donc décidé ensemble d'évoquer une émission, en tout cas, autour de la mémoire et de l'histoire dans Game of Thrones. Alors, peut-être, pour commencer cette émission, est-ce que vous pourriez nous dire dans la narration de Game of Thrones quel est le rôle des récits du passé? Oui, alors en fait, dans Game of Thrones, il y a beaucoup de récits du passé qui émergent à différents moments de l'intrigue et pour la série télé des épisodes. Et on va commencer par dire que ces récits du passé, on peut les définir comme l'histoire. On va voir qu'en fait, la définition de l'histoire est un petit peu différente dans Game of Thrones. Donc, en fait, le déroulement de l'intrigue est étroitement lié à la révélation d'événements passés et surtout des circonstances exactes dans
lesquels des événements passés se sont déroulés. Alors, c'est beaucoup plus présent dans les romans, puisqu'évidemment, il y a beaucoup plus de place pour revenir sur des événements passés à travers différents points de vue. Mais si on en reste à la série, on peut citer 2 exemples très marquants que je pense nos auditeurs et nos auditrices auront à l'esprit. Donc, c'est des événements qui ont eu lieu pendant la révolte de Robert Baratheon contre le roi Aerys de Targaryen, donc qui ont eu lieu 15 ans avant le début de la série. D'abord, le premier de ces exemples, c'est les véritables raisons pour lesquelles Jaime Lannister, qui était membre de la garde royale déjà, a tué son souverain, qui était à l'époque le roi Aerys Targaryen. Et on apprend que ce n'était pas tant pour se trouver du côté des vainqueurs, mais parce que le roi allait faire sauter la capitale, Port-Réal, et tuer tous ses habitants. Et de manière plus générale, le deuxième exemple, c'est qu'on apprend que les causes de la révolte de Robert Baratheon, dont depuis le premier épisode de Game of Thrones, on nous avait dit que c'était l'enlèvement de sa promise Lyanna Stark par le prince Rhaegar Targaryen, on apprend finalement dans la saison 7 que Lyanna Stark n'a pas été enlevée par le prince Rhaegar, mais qu'elle a épousé de son plein gré. Et ce sont des événements qui ont une importance sur la manière dont on voit les personnages, sur l'intrigue. Ça s'est un petit peu moins vu pour le deuxième de ces événements dans la série que ça ne se verra probablement dans les romans, même si on ne sait pas car ces événements n'ont pas encore été révélés dans les romans. Mais on voit quand même que ça a donné des scènes très marquantes, des scènes de révélation qui ont été des scènes très commentées de la série. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces révélations sont de 2 types différents, ou même 3 types en fait. Parce que dans la saison 3, les motivations de Jaime font l'objet d'une scène de révélation qui a été très frappante dans les bains de Harrenhal, mais elle était très frappante parce qu'elle était largement inattendue des spectateurs qui n'avaient pas encore lu les romans. Mais ce qui est intéressant pour nous dans notre réflexion sur l'histoire et la mémoire, c'est que cette révélation est intervenue lors d'un échange privé entre Jaime et Brienne et que personne d'autre que Brienne ne sera au courant, au moins jusqu'au l'avant-dernier épisode de la série et au dernier, et encore, on y reviendra. Donc, ça reste quand même une révélation dont les téléspectateurs et téléspectatrices ont conscience, mais qui l'impact sur l'intrigue est limité puisque les autres personnages ne l'ont pas apprise. Et puis, il y a les motivations de Robert dans sa rébellion contre Aerys Targaryen, qui ont fait l'objet d'une double révélation dans la saison 7. Une révélation d'ordre archivistique, qui est de l'ordre du hasard, puisque Sam Tarly devait copier les pages d'un vieux manuscrit et a découvert qu'un ancien grand septon avait légalement marié Rhaegar et Lyanna. Et puis, une deuxième révélation rendue possible par les pouvoirs surnaturels acquis par Bran, dont le pouvoir d'assister à des événements passés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 cas, ces révélations sont revenues contredire un discours officiel, mais en fait, le discours officiel qui avait vent jusque-là à Westeros n'était pas vraiment un discours que l'on peut qualifier d'historique au sens fort du terme. C'est très intéressant cette réflexion-là, Maureen, parce que peut-être, dites-nous, vous qui travaillez à la fois sur ces notions d'histoire et même de mémoire, la différence entre les deux, entre finalement, qu'est-ce que c'est l'histoire et la mémoire, puisque ici, si on vous suit bien, on est sur des discours qui sont avant tout mémoriels, mais qui se veulent comme historiques. Ce n'est pas du tout la même chose. Exactement. Alors, comment appréhender cela? Si on réfléchit, quels sont les vecteurs de l'histoire dans Game of Thrones? L'histoire est censée être écrite par les maîtres, qui sont censés être impartiaux. Toutefois, comme on vient de le rappeler, le fait qu'il n'ait jamais visiblement lu ou voulu diffuser, on ne sait pas, le livre du grand septon qui avait marié Lyanna et Rhaegar et qui était conservé dans leur propre bibliothèque, dans la bibliothèque de la Citadelle, puisque c'est là que Sam est censé copier le manuscrit, montre les limites de leurs travaux, les limites méthodologiques de leurs travaux historiques, puisqu'ils avaient chez eux, c'est le miracle de l'histoire, dans leur propre bibliothèque, ils avaient un matériau qui révélait des événements tout à fait inconnus ou passés sous silence, et ils ne l'ont jamais diffusé, ou même su, on ne sait pas. Et en fait, ces limites méthodologiques de ceux qui sont censés avoir la charge de produire le discours historique nous montrent que dans Game of Thrones, il n'y a pas de livre d'histoire au sens véritable du terme. C'est-à-dire, si on prend l'histoire comme discipline historique, il n'y a pas de livre qui ait croisé toutes les sources disponibles sur les événements passés, notamment
pour reprendre nos exemples, sur les événements de la rébellion de Robert Baratheon. En fait, il y a une véritable absence d'histoire au sens d'histoire de discipline historique. Et cette absence d'histoire, elle est même mise explicitement en scène dans la scène de mise en abîme célèbre du dernier épisode, lorsque le volume de récit des événements qui ont eu lieu dans la série est physiquement présenté aux membres du Conseil du Roi et donc aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Donc Sam nous dit que ce livre a été écrit par un archimestre, donc celui qui est chargé de dire l'histoire. Et Sam dit qu'il a aidé à choisir le titre, et le titre est, c'est ça la mise en abîme, le même que celui du cycle romanesque de George Martin en anglais, A Song of Ice and Fire. Et en fait, ce titre n'est pas du tout anodin, et le fait que Sam explique qu'il y a eu un choix de titre n'est pas du tout anodin, puisque avec le terme song, chanson, le récit se présente d'emblée non pas comme une production scientifique qui aurait donc confronté toutes les sources disponibles pour restituer au plus près le déroulé des événements, mais comme une composition artistique, comme un chant épique ou comme une chanson de geste, selon qu'on se réfère à des modèles antiques ou médiévaux. Donc des compositions artistiques et héroïsantes. Et c'est ce qui explique, ce qui nous est dit immédiatement après dans cette scène où le livre est présenté aux membres du Conseil royal, que Tyrion n'y figure pas, parce qu'il ne possède pas les caractéristiques traditionnelles du héros épique, alors qu'il a joué un rôle majeur dans les événements. Son rôle est mis à l'écart parce que les contraintes du genre littéraire du chant épique, eh bien, il ne les remplit pas. Donc, on voit que l'objectif de ce livre, Song of Ice and Fire, à l'intérieur de la diégèse, celui qui est présenté aux membres du Conseil royal, ce n'est pas de viser le récit le plus complet possible des événements, mais de séduire le public. De manière générale, les écrits sur le passé de Westeros qui interviennent dans l'intrigue, c'est essentiellement des chroniques ou des inventaires. Par exemple, dans la saison 1, on voit Ned, Eddard Stark, avoir confirmation de l'inceste de Cersei avec Jaime en consultant un livre qui liste les membres des lignages nobles de Westeros. Et c'est vraiment des listes, c'est-à-dire qu'on a des listes de familles avec le mariage, les mentions des mariages et des enfants qui sont nés de ces mariages. Donc, ce n'est pas un livre d'histoire au sens fort du terme, c'est vraiment un inventaire. Pareil, on voit que les enfants Stark ont du mal à apprendre des blasons qui sont représentés sur un parchemin. Donc là aussi, on est de l'ordre de la liste, même si on est dans l'iconographie. Alors, il faut dire tout de suite, pour être tout à fait juste, que c'est moins vrai dans le cycle littéraire, notamment parce que les livres d'accompagnement de World of Ice and Fire sont présentés comme étant rédigés par un maître. Et dans ces livres, on voit qu'il y a un effort de confrontation des sources, même si les auteurs sont affectés par des préjugés. Mais cet effort de confrontation des sources, il est quasi absent pour la production littéraire dans la série télévisée. Et d'ailleurs, dans les scènes qui se déroulent à la citadelle, donc chez les maîtres, ceux-ci apparaissent comme des érudits un peu ridicules, obsédés par des détails qui n'intéressent personne. Et donc, ce ne sont pas spécialement des personnages de confiance, en tout cas dans les scènes qui les représentent à la citadelle de Vieilleville. Et d'ailleurs, très peu de personnages lisent dans Game of Thrones, comme l'a montré Florian Besson dans le volume auquel vous faisiez allusion, d'acte du colloque des Imaginales. En fait, les personnages qui lisent, c'est essentiellement Tyrion et Sam. Les enfants nobles n'apprennent pas du tout l'histoire directement dans les livres, mais par l'intermédiaire de leur propre maître ou par d'autres canaux, notamment les souvenirs de leur entourage. Mais les souvenirs de leur entourage sont trompeurs. D'abord, ce sont des souvenirs individuels, donc ils livrent des points de vue limités, évidemment, selon le camp auquel ils ont appartenu. Mais en plus, ils ne disent pas toujours la vérité, ces personnages, à leur entourage, sur leur propre implication. Ainsi, il existait bien un discours concurrent sur la nature de la relation entre Rhaegar et Lyanna, mais il était seulement connu chez les Targaryens. On était dans le cadre d'une mémoire familiale, entretenue auprès de Viserys et Daenerys dans leur enfance par leur entourage immédiat. Ni Jaime ni Ned, qui savaient que, pour ce dernier que Jon était l'héritier légitime du trône, n'ont dit la vérité sur leur rôle lors de la rébellion à leur entourage, pour différentes raisons. Jaime ne voulait pas avoir à se justifier, et Ned voulait garantir la sécurité de Jon, puisqu'il l'avait promis à sa sœur Lyanna. Même quand les personnages ont consigné par écrit leurs souvenirs, cela n'assure pas que leur contenu sera diffusé. On l'a vu avec le témoignage du grand septon qui avait marié Lyanna et Rhaegar. Et c'est la même chose en fait avec le livre blanc qui enregistre les actes jugés dignes d'intérêt des membres de la garde royale. Donc on le voit à au moins deux
reprises dans 2 scènes importantes de la série. Et notamment dans le dernier épisode, Brienne, qui est devenue commandante de la garde royale, complète l'entrée qui porte sur Jaime. Et cette entrée, qui a été très commentée pour diverses raisons, est une entrée très laudative où, en gros, Brienne présente, sans le dire, Jaime comme un héros. Et c'est intéressant à 2 titres pour notre réflexion. D'abord parce que personne d'autre n'aurait écrit cela que Brienne, ce qui veut dire que c'est une mémoire personnelle, pas forcément dire que c'est faux, mais en tout cas c'est une mémoire personnelle qui est modélisée selon une appréciation personnelle. Et ensuite, le contenu du livre n'est pas diffusé, c'est la mémoire de la garde royale. Dans le livre, on apprend que même les gardes royaux n'en connaissent pas nécessairement le contenu. D'abord, il y en a qui sont illettrés. Et même Loras, qui est garde royale dans les romans, ne connaît pas exactement le contenu. Donc, même quand il y a une consignation par écrit des souvenirs, on est dans l'ordre de la mémoire personnelle ou communautaire et pas dans le cadre d'un récit vraiment historique. Autre biais de transmission de cette mémoire à Westeros, c'est les chansons. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé dans cette série d'émissions et ça, c'est très intéressant de voir ça maintenant avec vous, Maureen, parce que les chansons, alors est-ce que c'est une volonté de Martin, quand il a écrit ses romans là-dessus, de faire passer l'histoire à travers ces chansons-là? Alors, en fait, on peut identifier différentes origines à ce rôle important des chansons qui sont surtout, on va revoir après pour la série, mais qui sont vraiment très importantes dans les romans. D'abord, il y a la fidélité au genre de la fantasy et notamment de la high fantasy, puisque dans la high fantasy, pour simplifier, disons, depuis Tolkien, les chansons jouent un rôle extrêmement important. D'abord, elle coupe la narration classique en prose, elle rythme les événements et elle aussi, elle porte des discours très importants sur le passé et des discours qui affectent les personnages puisque ce sont des vecteurs d'apprentissage ou des vecteurs de mémoire. On peut citer pour un cas qui sera probablement connu de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. On peut citer dans Le Seigneur des Anneaux le cas du chant de Lúthien et Beren que chante Aragorn. On le voit dans les films, dans la version longue, je crois, de la Communauté de l'Anneau et dans les livres. Et en fait, dans la high fantasy traditionnelle, les chants sur le passé, en fait, annoncent le présent. Dans le chant de Lúthien et Beren, c'est l'histoire d'une elfe qui tombe amoureuse d'un humain. Et en fait, en se remémorant et en prononçant les paroles de ce chant, eh bien, Aragorn annonce son futur destin et celui d'Arwen. Donc, en fait, dans les modèles traditionnels de la high fantasy, les chants sont des vecteurs d'héroïsation. Lorsque les personnages que l'on suit ont mené à bien leur tâche et qu'ils ont acquis le statut de héros, c'est en fait, on le voit parce qu'ils sont arrivés au même point, ils ont commis les mêmes actes et ils sont arrivés au même point que les héros des chansons qu'ils chantaient, qui portaient sur le passé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Game of Thrones et surtout dans Le Trône de Fer, dans les séries de romans, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même type de discours sur le passé et de fonction dans le récit. Alors, comme dans la fantaisie traditionnelle, les chansons, c'est vraiment des principaux récits de vecteurs du passé pour la population de Westeros, parce que jusque-là, on parlait des vecteurs de la transmission pour essentiellement les familles nobles, celles dont les enfants ont des maîtres, etc., et qui ont potentiellement les moyens d'avoir des livres, mais ce n'est pas le cas pour la majorité de la population de Westeros qui est illettrée. Donc, d'après ce qu'on sait. Donc, les chansons jouent un rôle très important, notamment, donc, comme j'ai dit, les chansons de geste ou les épopées, c'est-à-dire des compositions héroïsantes sur le passé. Dans les romans, il en est vraiment beaucoup question, et il est même explicitement question du fait qu'en l'absence de chansons, eh bien, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, comme c'est le principal vecteur de mémoire. Et on voit qu'en fait, l'histoire est assimilée à la mémoire. Il y a une scène dans les romans où quelqu'un il tombe sur un vieux chevalier qui se flatte d'avoir commis des faits d'armes extrêmement importants. Et Gendry demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est les faits d'armes qu'a commis ce chevalier? Et un des membres de la compagnie qui se trouve avec Gendry lui dit on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de chanson. Il ne s'est pas payé de ménestrel pour composer une chanson. Du coup, on ne sait pas. Et vous voyez qu'à travers l'idée qu'on saurait s'il y avait une chanson, il y a l'idée que l'histoire est assimilée à la mémoire. On ne prend pas en compte que les impératifs artistiques d'une composition d'une chanson héroïsante modifieraient nécessairement, à cause des contraintes littéraires et des contraintes artistiques, modifieraient le discours. C'est l'idée que l'histoire, c'est de la mémoire.
Ça, c'est pour les livres où il y a vraiment beaucoup de chansons qui ont un impact. Et en fait, on voit la différence avec la série, où il y a vraiment une chanson dans la série qui est importante, c'est Les pluies de Castamir. Donc, je pense que tout le monde a à l'esprit un petit peu ce qui s'est joué autour de cette chanson. Et le sens de la chanson, ce qu'elle rapporte comme événement passé, sont racontés par Cersei à Marjorie Tyrell dans la saison 3. Donc, c'est une chanson qui célèbre la victoire de Tywin Lannister sur un vassal rebelle, un vassal qui appartenait à la maison Rain, d'où le jeu de mots en anglais avec Rain, la pluie en anglais, d'où les pluies de Castamir. Castamir était le siège de cette maison rebelle. Et c'est une chanson qui raconte la répression violente que Tywin Lannister a exercée sur cette maison rebelle. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas vraiment une composition héroïsante, puisque la violence n'est pas du tout dissimulée ni esthétisée dans cette chanson. C'est une chanson qui est populaire parmi les Lannister et parmi les soldats de Tywin Lannister. D'ailleurs, Marjorie se plaint, et aussi Olenna Tyrell, qu'on l'entend beaucoup trop à la cour, cette chanson, et qu'elles n'en peuvent plus de cette chanson, alors que c'est une chanson pas très agréable, puisqu'il est beaucoup question de violence. Donc, ce n'est pas à proprement parler une composition héroïsante, mais ça passe pour les Lannister pour une composition héroïsante, parce que ça sonne comme une menace. C'est une chanson qui fait peur, en fait. C'est un moyen de prévenir ses ennemis. Donc, il y a vraiment cette chanson qui joue un rôle important, puisqu'à chaque fois qu'on est dans une scène de menace où les Lannister sont en position de force et de causer du trouble à une autre famille ou un autre personnage, on entend la chanson résonner. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la série, alors que la chanson était très populaire parmi les fans et qu'il y a de multiples versions officielles et non officielles, eh bien, on a un peu perdu ce fil narratif. Par exemple, dans une scène qui a été très commentée aussi, qui est celle de la prise de Vivzeg par Jaime lors de la confrontation avec le Edmund Tully, le frère de Catelyn. Dans les romans, la chanson était très importante puisque Jaime trouvait un ménestrel qui se trouvait là et lui disait joue la chanson, il n'avait même pas besoin de dire laquelle. Le ménestrel se mettait à jouer la chanson et d'après la narration des romans, c'était ça qui faisait que Edmund Tully s'était décidé à livrer le château puisqu'il avait peur de ce que cette chanson annonçait comme violence de la part des Lannister. Et ça n'a pas été le cas dans la série, quelque chose qui m'interpelle personnellement. Je ne sais pas pourquoi la chanson a perdu son rôle d'encadrement de la violence exercée par les Lannister. En revanche, dans la série, il y a une autre chanson qui, elle, a pris plutôt que dans les romans, une dimension de récit du passé assez importante. Là, c'est un autre cas. C'est pas une chanson qui a été composée d'après la diégèse pour raconter des événements passés, mais c'est une chanson qui existait déjà, une chanson folklorique traditionnelle, dont le sens a été enrichi en lien avec des événements récents. C'est La Belle et l'Ours, qui est une chanson paillarde à boire, et qui, dans l'épisode du combat entre Brienne et l'ours dans la saison 3, est très largement présenté. C'est le titre de l'épisode. Le chœur des ravisseurs de Jaime et Brienne chante la chanson. La chanson est chantée pendant le combat et c'est aussi la chanson du générique final. Et en fait, cette chanson, elle réinterprète une chanson à boire où il était question d'une scène de séduction entre une jeune fille et un ours, en lui donnant le sens nouveau du combat entre Brienne et l'ours. Mais là aussi, le sens a été affaibli par rapport au roman, parce que dans les romans, en fait, le récit de cette histoire du combat entre Brienne et l'ours se diffuse à travers la chanson. Donc, il y a des gens qui n'étaient pas présents pendant cette scène, qui ont appris que Brienne avait combattu avec un ours, et ils l'ont appris grâce au sens enrichi de la chanson traditionnelle. Et là aussi, on n'a pas vu ce type, il me semble, de dynamique à l'écran dans la série télévisée. On a vu qu'il y avait un contraste entre le ton comique et pornographique de la chanson et des événements qui sont vécus par les personnages comme héroïques, que le fait que Brienne ait tenté de se défendre face à l'ours sans armes véritablement et que Jaime se soit interposé alors qu'il n'avait pas à le faire et qu'il était déjà sauvé. Ce sont des actes héroïques dignes de héros, et le fait qu'il soit lié à une chanson paillarde, évidemment, ça provoque encore une fois un conflit de mémoire. Et on n'est toujours pas dans le récit historique. Et on voit cet affaiblissement
du rôle des chansons dans la série télé par rapport au roman à travers deux autres chansons qui sont présentes dans la série. C'est Jenny de Vieille Pierre, qui est chantée par Podrick dans la saison 8, juste avant la bataille contre les marcheurs blancs, et la chanson dont on ne connaît pas le titre français officiel, qui s'appelle Main d'or, Hands of Gold, qui est chantée par un soldat Lannister incarné par Ed Sheeran dans la saison 7, donc on en a beaucoup parlé. Et ces scènes ont été très commentées parce que il y avait débat sur le rôle de Ed Sheeran et parce que la chanson chantée par Podrick a donné une très belle scène. Mais ce qui est intéressant, c'est que le sens de ces chansons, le sens des paroles, ne joue pas du tout d'impact dans la série. Alors que dans les romans, le sens était très important. Le Jenny de Vieille Pierre raconte un événement qui est mystérieux à Westeros, la tragédie de l'Estival, dans laquelle beaucoup de personnages importants de Westeros ont trouvé la mort 40 ans avant le début des faits, qui est un mystère et dont on suppose que dans la suite des romans, il y aura un dévoilement de ce qui s'est vraiment passé et que ça aura un impact sur l'intrigue. Et en plus, dans les romans, il faut chanter cette chanson à un personnage qui est le fantôme de Hayart pour que celle-ci prophétise et ça permet à des personnages d'avoir connaissance du passé. Donc, vous voyez, un impact narratif très fort. Quant à Main d'or, qui est chantée par Ed Sheeran, c'est très intéressant parce qu'elle est chantée dans la saison 7, alors que dans les romans, cette chanson est très importante bien plus tôt dans l'intrigue, puisque c'est une chanson qui a été composée par un ménestrel pour faire chanter Tyrion, parce qu'elle rapporte sa liaison avec Shae, et Tyrion a extrêmement peur que sa liaison avec Shae soit connue de son père. Et le ménestrel qui a composé cette chanson s'en sert pour faire chanter Tyrion. Et donc, ces chansons ont été conservées dans la série, mais pour leur rôle esthétique, et elles n'ont pas leur contenu, les paroles n'ont pas du tout d'impact sur les personnages. D'ailleurs, on peut noter que dans la série télé, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de personnages secondaires importants de ménestrel ou de chanteur. Les personnages secondaires importants des romans, qui sont Simon Longue d'Argent, Galéon de Cuit et surtout Tom Sept Cordes, n'apparaissent pas du tout dans la série. Pour en venir maintenant, Maureen, à une question qui quand même est importante entre les romans et la série. Vous avez montré qu'il y a cette différenciation entre les deux. On l'a vu notamment avec le rôle des chansons. J'aimerais qu'on voit ensemble si finalement ce discours ambigu, on le sent bien depuis le début de l'émission, qu'il y a autour de l'histoire et du récit historique, s'il n'est pas ce discours finalement une des résultantes du passage de l'écrit, j'allais dire à l'oral en tout cas, du passage des romans à la série télévisée. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Maureen, sur ce côté-là? Alors justement, c'est une question qu'on peut se poser, mais à laquelle évidemment on n'a pas la réponse. D'abord parce que les romans ne sont pas finis, donc on ne sait pas quel sera à la fin des romans le discours final, si vous voulez, de George Martin sur l'histoire. Donc on ne peut que se baser que sur les volumes qui sont déjà sortis, les déclarations de Martin et les livres d'accompagnement. Et pour la série, on peut aussi penser qu'il y a eu un changement. Bon, alors c'est pas comment dire, une révélation et c'est pas non plus ma propre interprétation. Je pense que maintenant tout le monde sait que la série a changé de direction avec le départ de George Martin dans deuxième épisode de la saison 4. Ça a été bien documenté par la presse américaine. Et d'ailleurs, si je reviens brièvement sur le rôle des chansons, c'est intéressant parce que le dernier épisode dirigé par Martin dans la saison 4, celui de la mort de Joffrey Baratheon, c'était l'épisode des noces de Marjorie et Joffrey, et il y avait un rôle très important des chansons dans cet épisode, et notamment La Belle et l'Ours est revenue pendant la scène, discrètement pendant la cérémonie, les festivités de la cérémonie de mariage et évidemment les pluies de Castamere. Donc, il semble que dans la manière dont George Martin avait lui conçu les épisodes qu'il a adaptés lui-même, il y avait cette idée de récit mémoriel et de rôle du récit mémoriel pour encadrer l'intrigue. Mais c'est pas du tout en fait ce que livre la série finale. Puisque si on revient sur les romans, je vous ai dit, avec les tomes qui sont parus et les connaissances qu'on a actuellement, on a l'impression que la thèse des romans, là aussi ça a été bien montré par divers commentateurs, c'est qu'il n'y a pas de récit neutre de l'histoire possible, mais qu'il y a seulement des mémoires concurrentes du passé.
Ça a été bien montré et en fait, c'est une position épistémologique courante maintenant pour la discipline historique en tant que telle, c'est qu'on vise une vérité historique en sachant qu'elle n'existe pas, ou en tout cas qu'elle n'est pas humainement atteignable, puisqu'on part toujours d'une position, on énonce toujours l'histoire à partir d'une position déterminée et qu'on a des sources qui sont limitées, qui ne sont pas omniscientes. Donc, il n'y a pas de discours omniscient possible sur l'histoire. Dans les romans, et tout ce qui va autour comme nouvellette, etc. L'idée, c'est qu'il y a des mémoires concurrentes du passé et que le discours officiel sur le récit du passé est élaboré par les vainqueurs pour des raisons politiques. Donc, pour revenir à un cas qu'on a déjà abordé, par exemple, le discours officiel de Westeros, c'était que Robert Baratheon s'était soulevé de manière légitime contre Aerys Targaryen parce que son fils, le prince Rhaegar, avait enlevé Lyanna Stark. C'était une mémoire spécifique, on a vu que ce n'était pas la même mémoire qu'avaient les Targaryens, et c'était le discours sélectionné pour des raisons politiques, parce que ça légitime le pouvoir de Robert Baratheon. Dans les romans, cette position épistémologique, si on veut, sur l'impossibilité de la vérité historique, était servie par le mode de narration des romans. Donc, je pense que même ceux qui ne les ont pas lus ont dû lire, s'ils sont intéressés par la série, que les romans sont intégralement rapportés au point de vue interne des personnages. Il n'y a pas de point de vue omniscient. Et une des grandes caractéristiques des romans, c'est que les récits des différents personnages sur les événements se contredisent, voire que les souvenirs d'un personnage en particulier se modifient au fil du temps, qu'ils ne sont pas sûrs de ce qui s'est passé, où on voit qu'à travers notamment leurs rêves qui refoulent une partie du passé. Donc, le mode de narration des romans est tout à fait propice à servir l'idée qu'il n'y a pas de vérité historique possible. Mais dans la série, c'est un peu différent. Alors, évidemment, la question, ce ne serait pas possible, je pense, techniquement, de produire une série télévisée qui présente tous les événements du point de vue de tous les personnages impliqués. C'est possible de le faire de manière ponctuelle, et on l'a vu dans la saison 1, par exemple, la décapitation, l'exécution de Ned Stark est vue, ou plutôt non vue, à travers Arya, qui est dans la foule. Ce n'était pas un plan large. On l'a vu à plusieurs reprises, mais surtout au début de la série. Et d'ailleurs, comme dans les romans, il y a eu un doute au tout début de la série de la part des téléspectateurs sur est-ce que Ned Stark était vraiment mort, jusqu'à ce qu'on voit sa tête décapitée plantée sur un pieu, parce qu'on n'avait pas vu sa mort, justement. Ce n'était pas un plan large. Mais dans la série, même s'il y a une contrainte sur le fait que tous les événements ne puissent pas être présentés du point de vue de tous les personnages, plus la série, plus le temps a passé, plus en fait les producteurs ont eu de l'argent, pour le dire simplement, pour produire la série, plus on a vu apparaître des plans larges. Et notamment, on a vu des scènes de bataille avec des points de vue surplombants, donc qui s'apparentent à un point de vue omniscient. On a vu toujours des plans serrés, ils n'ont jamais vraiment disparu, mais ils servaient surtout à maintenir le suspense ou à contribuer à l'esthétique de la série. On peut se rappeler d'un plan serré assez célèbre, je pense, dans la bataille des bâtards, lorsque Jon et ses alliés sauvageons sont encerclés par les armées de Bolton. Et en fait, on a un plan qui est du point de vue de Jon où on voit qu'il est en train d'étouffer dans la presse de ses ennemis qui l'entourent, avec une métaphore assez lourde de la renaissance, à mon sens. Et ça sert l'esthétique de la série, et ça sert aussi à ménager le suspense, puisque du coup, on ne voit pas tout de suite l'arrivée des troupes qui viennent les aider, des troupes du Val, des troupes d'Arryn qui sont menées par Littlefinger et par Sansa. Donc, les plans larges, la multiplication des plans larges, pour des raisons purement en fait, factuelles, en fait, s'apparente à la revendication d'un point de vue omniscient qui n'existait pas dans les romans. Donc, on a plus l'impression qu'il y a un véritable récit des événements qui ne peut pas être contredit à cause de cette manière de filmer. Et puis, il y a le cas des pouvoirs surnaturels de Bran qui sont développés dans les dernières saisons et qui sont quand même très intéressants. Parce que dans les livres, les pouvoirs surnaturels de Bran ont déjà commencé à se manifester. Il est devenu la corneille à 3 yeux, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, notamment d'un point de vue théologique, ces pouvoirs. Et dans le dernier épisode de la série, de manière très fameuse, Tyrion argumente en disant que les pouvoirs que Bran a acquis, donc ceux de voir le passé
et en tout cas en partie de prévoir le futur, même si on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, sont en fait des critères qui le désignent Bran comme le meilleur candidat pour le trône. Et en fait, c'est assez surprenant parce qu'on pourrait s'attendre à ce que la justification de Tyrion, ce soit que Bran est la personne qui possède le plus de connaissances à cause des pouvoirs surnaturels qu'il a acquis, et que donc ça lui permettrait de décider d'actions les plus pertinentes. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce que dit Tyrion dans le discours, le plaidoyer où il argumente en faveur de la candidature de Bran. Ce que Tyrion dit, c'est que ce qui unit les gens, c'est les histoires, et pas history, mais story, donc le récit. Et que rien n'est plus puissant qu'une bonne histoire, donc toujours story, qu'aucun ennemi ne peut vaincre ces récits, et qui a une meilleure histoire que Bran le Brisé, dit-il. Il est notre mémoire, le gardien de nos histoires, toujours story. Donc, vous voyez que même lorsque Tyrion argue des pouvoirs de Bran pour en faire le meilleur candidat pour le titre royal, ce n'est pas en vertu de ses compétences surnaturelles qui lui permettraient de déterminer la vérité historique, mais parce qu'il est une mémoire. Et on voit que même, d'après la série, si on en reste là, il semble que le discours final de la série, c'est « même le surnaturel ne permet pas d'aboutir à une vérité absolue ». Mais on ne sait pas encore si ce sera la même conclusion, pour peu qu'il y en ait une, concernant le rôle de l'histoire et de la mémoire dans les romans. Merci beaucoup, Maureen Nathalie, pour cette émission sur l'évocation de la mémoire et de l'histoire dans la série Game of Thrones. Alors, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission, sur notre site internet histoireensérie.com, qui vous permettra d'approfondir les questions que l'on a évoquées dans cette émission aujourd'hui avec Maureen. Vous nous retrouvez aussi sur tous les réseaux sociaux pour suivre notre actualité, notamment Twitter et Facebook. Et puis, rendez-vous sur notre partenaire nonfiction.fr où vous avez, comme toujours, les résumés de toutes les émissions avec les liens pour aller les écouter sur les grandes plateformes de podcast, Spotify ainsi que YouTube. Maureen Nathalie, merci d'avoir participé à cette série d'émissions avec tous les spécialistes francophones. On essaye en tout cas de faire une série d'émissions qui permettent d'évoquer beaucoup d'aspects de Game of Thrones et qui préparent peut-être aussi, c'était un peu le but au départ, à la sortie prochaine du préquel House of the Dragon qui devrait être disponible sur OCS. D'ailleurs, les renvois que l'on fait réguliers à la série, vous la retrouvez toujours disponible sur la plateforme OCS, visible les 8 saisons en français ou en VOST. Merci beaucoup, Maureen, et puis à bientôt, j'espère. Merci, à bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet, populated by a stranger, we have